Autre chose encore. Le plus grand mathématicien arabe, enfin il est de langue arabe, il est de nationalité ou de naissance iranienne, s'appelle Al-Khwarizmi, d'où est venu le nom algorithme, qui n'est pas grec mais arabe, fleurit à peu près dans ces époques-là, et invente à peu près tout ce que le Moyen-Âge va amener vers nous en fait d'arithmétique et d'opération. Dès qu'il s'agit de grands nombres, et ceci est très très important, les Grecs sont complètement perdus parce que leur système de numération est très très peu maniable. C'est tout simplement les lettres de l'alphabet. Au contraire, les Arabes inventent la numération qui nous est désormais familière, puisque c'est d'elle que nous l'avons héritée, et la possibilité souple d'utiliser ce système numéral leur a donné des facilités dans à peu près toutes les sciences. Et par conséquent, là, l'héritage est directement arabe, et la civilisation en question ne joue pas le rôle d'intermédiaire, mais au contraire de fournisseur à l'état de source. Les Arabes sont allés en Espagne. Ils y laissent des tables, les tables de Tolède. Les Grecs avaient des tables, et puis on aura encore des tables longtemps. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'une table astronomique? On peut dire d'abord en général que je ne connais pas beaucoup de sciences sans table. Une table, c'est pour une science le relevé, le conservatoire, le dictionnaire, le lexique, et ainsi de suite. Dès l'époque babylonienne, on a des tables. C'est-à-dire des relevés de tel ou tel... en médecine, il y a des tables complètes pour si le malade est dans tel et tel cas, s'il fait voir tel et tel symptôme, il a telle et telle maladie, il faut le soigner de telle et telle façon. Ça se présente sous forme de table. De la même façon, il y a, toujours à l'époque babylonienne, des tables de calcul. Vous voyez, dans telle situation algorithmique, si vous posez ça, vous aurez tel résultat. Par conséquent, le régime de la table, la méthode de la table est multimillénaire, très ancienne. Chez les Grecs, il y a de nouveau des tables, et Hipparque invente la trigonométrie à partir de tables qui donnent à gauche l'angle et à droite la longueur du côté correspondant. Vous voyez. Donc il y a aussi des tables qu'on appelait des tables de cordes. Vous voyez. Dans l'astronomie, alors dans l'astronomie d'observation, bien entendu il y a les tables tolédanes, celles de Tolède, qui sont appelées aussi les tables alphonsines, du nom du roi qui régnait à l'époque. Et toutes ces tables-là convergent vers l'invention de Newton, et dès qu'on a une loi mathématique qui rend compte de la totalité de ces nombres, on n'a plus besoin de table, voyez. Mais savez-vous qu'actuellement, pour diriger les vaisseaux spatiaux, nous avons de nouveau des tables de nombres qui permettent de le faire. Voyez. Et par conséquent, ces tables qui sont si anciennes, puisqu'on les retrouve dans la tradition babylonienne, elles sont encore là, présentes sous nos yeux, dans les technologies les plus raffinées.
étoiles aussi, les Arabes. Exact. Une grande partie du ciel. Le ciel est un joli dictionnaire qui parle plusieurs langues, puisqu'il y a des étoiles qui ont des noms latins, Sirius, des étoiles qui ont des noms arabes, Aldébaran, et des étoiles qui ont des noms grecs. Arcturus, Arctos, ça veut dire l'ours, la grande ours, la petite ours, et Oura, ça veut dire la queue. Et si vous cherchez dans le ciel d'été Arcturus, vous n'avez qu'à prolonger la queue de la grande ours et vous tombez sur Arcturus. Et son nom même, son nom vous dit sa position. Oui. Donc il y a des noms arabes, des noms grecs, des noms latins. Et quand vous levez la tête vers le ciel étoilé, vous n'avez qu'à y lire l'Antiquité.